Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Buffenoir, qui est directeur général pour Nutanix France. Bruno Buffenoir, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, on commence toujours par cet entretien par votre actualité à vous. Donc, c'est un événement particulier, une tendance, quelque chose qui s'est passé récemment et qui a retenu plus particulièrement votre attention. Donc, parmi la foultitude de choses, qu'est-ce qui a pu vous interpeller, comme on dit? Je crois que ce qui nous a interpellés et ce qui interpelle beaucoup de gens, c'est l'annonce de déconfinement, la capacité qu'on va tous avoir à partir du 3 mai à circuler beaucoup plus librement. Voilà, donc c'est ça qui a retenu mon attention. Et est-ce que donc vous êtes chez Nutanix depuis quelques semaines. Néanmoins, je suppose que vous êtes au fait du fonctionnement de l'entreprise depuis le début de cette crise, et vous allez l'accompagner jusqu'à la sortie de cette crise, qui n'est. Alors vous avez indiqué le 3 mai, mais le 3 mai c'est le début d'un long processus qui va durer quand même quelques mois. Comment vous avez vu l'organisation de cette entreprise pendant cette période quand même assez difficile, et en particulier, bon évidemment il y a les moyens techniques, le télétravail qui a pu se mettre en place, mais il y a aussi, je dirais, l'importance de l'humain dans tout ça qu'il a fallu suivre de très près, parce que finalement ça finit par peser sur les esprits, si je puis dire. Ah oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'entreprise, j'ai rejoint l'entreprise effectivement le 1er février, et je rejoins une entreprise qui est en télétravail depuis mars 2020. Sans interruption, j'ai envie de dire. Et donc à 100%. Tout à fait. Et ça, à l'échelle mondiale, donc ce qui impacte 6500 personnes. D'un côté, comme pour toutes les entreprises, j'ai envie de dire, eh bien, ça a été une période particulièrement difficile à gérer au départ, puisque en plus, la culture de Nutanix est une culture où les équipes sont extrêmement soudées et ont vraiment l'habitude de se retrouver pour travailler ensemble et pour développer finalement l'ensemble des initiatives et l'ensemble des projets. Et non seulement d'ailleurs ensemble en tant qu'entreprise, en tant que collaborateurs, mais aussi avec notre écosystème de clients et de partenaires. Donc notre site de Neuilly-sur-Seine, pour prendre cet exemple en France, eh bien, avait pour habitude de recevoir des clients, des partenaires, de fêter des événements, de lancer des projets, de mettre en place des formations et d'accueillir énormément de personnes. Donc, une fois ce traumatisme géré, eh ben, finalement, on a mis en place des moyens qui permettent d'accompagner chacun des collaborateurs dans le travail à domicile, et puis d'accompagner aussi notre écosystème dans cette approche-là, aussi bien des moyens techniques que, vous l'avez dit, hein, des moyens d'accompagnement personnels avec des activités et un suivi proactif spécifique des collaborateurs pour s'assurer de leur bien-être, et puis des bonnes pratiques à mettre en place pour gérer correctement cette situation. Et puis aussi des moyens en termes de méthodes de suivi de projet, méthodes d'engagement avec nos clients et avec nos partenaires pour s'assurer de la continuité des opérations et de l'efficacité des projets qui sont menés chez nos clients. Mais alors, est-ce que vous prévoyez un retour à la normale dans les mois qui viennent, quand même, de manière graduelle, bien sûr, mais retour à la normale avec les gens revenant au bureau et pour travailler ensemble, comme vous le disiez? Notre plan est aujourd'hui de revenir à la normale en prenant en compte évidemment toutes les contraintes qui seront des contraintes gouvernementales en septembre. D'accord. Alors, on va parler de l'actualité récente de Nutanix.
Et donc il y a deux événements, enfin deux éléments qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est l'annonce que vous avez faite il y a quelques semaines, donc qui s'intitule Azure Arc Enable Kubernetes. Donc en gros, c'est la possibilité de faire fonctionner votre solution. Donc c'est Acropolis plus Carbone, je suppose, en environnement Azure, comme en environnement data center, et donc de permettre à une entreprise de faire fonctionner ça en cloud hybride, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez, alors vous aviez fait la même chose avec AWS, je ne sais pas avec Google où vous en êtes, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu à la fois pour Microsoft et plus généralement ce que signifie cette stratégie? Alors c'est une stratégie qui est vraiment une stratégie profonde et structurante dans le positionnement de Nutanix, qui vise à ce que aujourd'hui on puisse apporter une plateforme logicielle permettant d'opérer des environnements, qu'ils soient dans le cloud ou qu'ils soient on-premise chez des clients. Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire pour l'ensemble des organisations aujourd'hui de disposer d'une plateforme logicielle permettant de simplifier la gestion des opérations informatiques au quotidien de bout en bout pour gérer l'ensemble des environnements qui sont aujourd'hui opérés par les clients, et qu'il restera, quoi qu'il arrive, eh bien, un environnement qui va être multiple à gérer pour les clients, multiple aussi bien avec une combinatoire entre des choses on-premise installées chez les clients et des choses dans le cloud, et une autre approche qui est à prendre en considération, qui est la notion de multi-cloud, c'est-à-dire que très peu de clients vont intervenir et vont finalement nouer des partenariats avec une seule solution de cloud public. La majeure partie d'entre eux vont avoir plusieurs environnements, plusieurs opérateurs avec lesquels ils vont devoir interagir, que ce soit des environnements de cloud public tels que vous les avez cités, des gens comme Microsoft, Amazon ou Google, ou que ce soit les environnements de SaaS, de logiciels as a service. Donc nous sommes convaincus qu'il convient d'avoir une plateforme qui permet de gérer, d'administrer la qualité de service, le bout en bout, finalement, qu'il va falloir opérer, et que ça va passer par un environnement qui simplifie et qui unifie la compétence dont les clients ont besoin pour accéder à ces environnements et les optimiser. Très bien. C'est ça le sens de ce que l'on fait au fur et à mesure. On a commencé par Amazon, maintenant on le fait sur Azure. Ça concerne aussi bien des cas d'usage qui sont liés à l'administration de ces environnements et à l'automatisation de ces environnements, qu'à des cas d'usage qui permettent finalement de positionner et de faire évoluer ces applications d'environnement vers des environnements cloud public ou l'inverse, et donc de capitaliser sur la containerisation pour pouvoir orchestrer le positionnement de ces flux. D'accord. Alors, l'autre élément d'actualité sur lequel je voulais vous interroger, c'est le partenariat, enfin l'annonce que vous avez faite avec Lenovo, dont l'intitulé est un peu compliqué, parce qu'il s'appelle Lenovo TrueScale for Hosted Desktop with Nutanix. Donc, c'est pas très simple. En gros, est-ce que c'est juste une solution VDI avec Lenovo, ou est-ce que c'est plus que ça? Non, c'est plus que ça, puisque en l'occurrence, là aussi, la recherche avec Lenovo, c'est une recherche de simplification et une proposition de consommation à l'usage. Donc, ce qu'on a voulu monter avec notre partenaire Lenovo, c'est la capacité d'apporter une solution complètement packagée pour les entreprises, pour les aider à simplifier la manière dont elles vont pouvoir déployer ces solutions de connexion à distance, en ayant le bout en bout entre l'environnement qui permet de tourner le logiciel de connexion à distance et puis les devices qui sont associés, qui peuvent être déployés auprès des utilisateurs. Le deuxième paramètre qui nous paraît très important, c'est d'apporter de la flexibilité dans la manière dont ces environnements sont facturés aux clients, proposés aux clients. Et en l'occurrence, avec Lenovo, nous avons monté un modèle qui permet une facturation à l'usage
donc c'est facturé à l'utilisateur et au mois, pour s'assurer que ça colle parfaitement à la manière dont l'application et l'infrastructure associée est sollicitée. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles Nutanix, en propre et avec son écosystème de partenaires, travaille beaucoup pour associer toute la flexibilité et la simplification d'usage aussi à une simplification de facturation, à une lisibilité de la facturation de cette typologie de service en fonction de l'usage réel qui en est fait. Alors, on va revenir sur justement cette tarification à l'usage juste après, mais avant ça, je voulais vous demander, de manière concrète, quand un client fait l'acquisition d'une solution Nutanix qu'il va installer dans son data center, la plupart du temps, je suppose, cette solution, elle coexiste avec des serveurs existants. Elle ne va pas tout remplacer d'un coup. Comment s'organise cette cohabitation entre, d'un côté, les solutions Nutanix, donc sur du hardware maintenant en marque blanche, si je puis dire, alors qu'avant c'était des appliances globales, Nutanix, et puis les serveurs plus traditionnels, soit Windows, soit Linux. Comment ça s'organise, pour quel workload, enfin pour quelle charge de travail ça se répartit, comment ça fonctionne exactement? Alors en fait, c'est historiquement, comme vous l'avez très bien dit, le positionnement de Nutanix est un positionnement qui est un positionnement d'appliance. On a fait évoluer ce positionnement vers un positionnement de plateforme logicielle avec une approche effectivement de marque blanche ou de partenariat avec des acteurs fournisseurs d'infrastructures. Et le positionnement historique de Nutanix a toujours été un positionnement extrêmement agnostique par rapport à la manière dont le client pouvait fonctionner et peut continuer à fonctionner avec ces environnements historiques. Donc, on va apporter des briques qui s'intègrent à l'ensemble, finalement, des technologies qui sont déjà déployées chez le client. Et de l'autre, on va, comme vous l'avez cité aussi, construire une approche de modernisation et de transformation par étapes, permettant, application par application, site par site, organisation ou filiale par filiale, de déployer graduellement la solution Nutanix, que ce soit en termes de périmètre, donc de nombre d'utilisateurs touchés, ou de typologie d'application. Le gros avantage de la solution Nutanix, c'est qu'elle est extrêmement ouverte grâce à des API qui sont proposées à nos clients et qui permettent d'interfacer la solution avec toutes les solutions du marché. Et le deuxième avantage, c'est qu'une solution extrêmement modulaire, donc qui permet de trouver sa place à l'endroit où elle va finalement permettre d'optimiser le début de cette aventure d'optimisation avec la solution Nutanix, et puis de progresser graduellement sans pour autant complètement perturber ou faire entrer les clients dans des approches de Big Bang, ce qui n'est pas du tout une solution qui est finalement opérationnelle pour les organisations auxquelles on s'adresse. Mais alors, si on prend le cas des applications, de la modernisation des applications, finalement, quelles sont les premières qui sont impactées ou concernées par la mise en place de solutions Nutanix en général? Est-ce qu'il y a un chemin, je dirais, habituel, ou est-ce que finalement c'est un peu en fonction de ce que souhaite faire le DSI dans son entreprise? Écoutez, c'est très variable en fonction de la stratégie de l'entreprise, en fonction de son niveau de maturité, en fonction de sa dette technique. Donc il y a pas mal de paramètres, et puis bien évidemment en fonction de la typologie des applications qu'elle utilise chez elle. Donc on retrouve bien souvent la solution Nutanix utilisée dans des cas de virtualisation du poste de travail, de modernisation d'environnements qui peuvent être des environnements de gestion, type environnement SAP. On trouve Nutanix aussi très présent sur la partie gestion des données, avec toute l'optimisation
justement d'accès aux infrastructures de stockage. Donc on retrouve Nutanix sur aujourd'hui finalement pas mal de cas d'usage, avec une vraie volonté de retrouver au travers de la solution Nutanix finalement l'expérience que l'on peut trouver dans des environnements natifs web, avec toute la simplicité, toute l'automatisation et toute la possibilité finalement d'optimiser l'accès à l'ensemble des ressources disponibles sur le marché. Très bien. Alors, j'ai relu l'éditorial de votre CEO, Dheeresh Pandey, du rapport annuel 2020. Il y a deux éléments qui ont attiré mon attention. Le premier, c'est il mentionne le fait que votre évolution vers la tarification à l'usage, donc l'abonnement, si je puis dire, s'est faite de manière extrêmement rapide. Et il disait qu'au quatrième trimestre 2020, vous en étiez à 88% de votre chiffre d'affaires. Donc c'est effectivement quelque chose qui s'est fait, non pas à marche forcée, mais en tout cas à marche très très rapide. Est-ce que dans cette évolution, finalement, vous êtes moteur ou est-ce que les clients sont demandeurs? Et quelle implication ça a dans votre fonctionnement à vous? Alors en fait, c'est une évolution qui s'est produite dans les 2 dernières années, hein, Oui. 2 ans et demi. Donc comme vous l'avez dit, hein, c'est quelque chose qui a été extrêmement rapide. Aujourd'hui, nous ne proposons nos services que dans ce format-là. D'accord. Et donc, il parle de ce ratio, hein, supérieur à 80%, puisqu'il y a évidemment encore de la facturation historique qui est considérée dans nos comptes, qui ne se faisait pas dans ce format. Mais finalement, toutes les nouvelles facturations de services qui sont faites sur le marché se font dans ce format d'abonnement, de souscription. C'est une transformation qui est très importante pour nous parce que finalement, elle nous a fait basculer immédiatement dans une approche qui était une approche d'accompagnement de l'ensemble de nos clients sur l'usage et l'adoption de la solution au quotidien dans leur environnement. Donc on n'est plus dans une approche où on leur vend quelque chose et puis finalement, eh bien notre relation ensuite, elle est beaucoup plus sporadique. On est vraiment dans une approche où aujourd'hui, au travers de cette logique de souscription et d'abonnement, on va au quotidien suivre nos clients et on a mis en place des ressources pour faire ça, des ressources de Customer Success Manager, aussi bien sur des aspects contractuels, commerciaux, que sur des aspects de vérification technique du bon déploiement de la solution. Eh bien, on suit au quotidien la manière dont nos clients vont pouvoir optimiser l'usage de la solution. Donc, c'est vraiment une transformation de fond pour se mettre dans un modèle où on va accompagner nos clients, et ça rejoint ce que je vous disais auparavant, hein, accompagner nos clients dans une approche de modernisation, de transformation très graduelle, pas à pas, pour prendre en compte l'ensemble des dimensions qu'il a à prendre en compte aujourd'hui sous les angles de résilience, de sécurisation et d'agilité de son système d'information. Mais alors, concrètement, enfin, c'est un peu un détail, mais enfin, ça peut être important pour un DSI, enfin, pour une DSI, c'est vous proposez la solution logicielle que vous vendez sous forme d'abonnement, mais d'un autre côté, il faut bien que la DSI ait son serveur sur lequel elle va installer cette solution. Donc, ça veut dire que il faut que d'un côté, il fasse l'acquisition d'un serveur, et en gros, c'est à lui de se débrouiller, et ensuite, sur cette infrastructure technique, il peut poser, si je puis dire, la solution Nutanix. C'est comme ça que ça fonctionne ? Alors, il y a plusieurs types de fonctionnement. Il y a un fonctionnement où on commence à proposer un certain nombre de solutions dans un mode SaaS. Donc, dans ce contexte-là, il n'a pas forcément besoin de poser d'infrastructure chez lui. Il y a une deuxième possibilité pour lui qui est effectivement d'avoir des infrastructures sur lesquels il va se fournir soit directement. En fait, l'ensemble de notre business se fait au travers de partenaires.
Donc ces partenaires, revendeurs, intégrateurs, assurent finalement la capacité à fournir l'ensemble de l'architecture technique nécessaire pour faire fonctionner la solution. Donc il peut se fournir en marque blanche chez nous, il peut se fournir au travers du partenaire directement pour choisir son infrastructure qu'il va poser s'il a besoin de cette infrastructure. Donc vraiment tous les modèles sont possibles. Et alors ce partenaire, ces partenaires, ils proposent aussi la formule d'abonnement, parce que sinon, si d'un côté il doit acheter une solution hardware et puis de l'autre louer une solution software, c'est quand même, ça complique un peu les choses. Non, ils proposent aussi cette approche totalement cohérente. D'accord. Alors l'autre élément qui a retenu aussi mon attention, qui est peut-être soit anecdotique, soit symbolique, je sais pas trop, mais Derej Pandje dit que finalement le sigle HCI, qui était un peu votre marque de fabrique, qui était les solutions hyper convergées, aujourd'hui ça veut dire hybride cloud infrastructure. Est-ce qu'il faut attribuer un sens, je dirais, assez profond à cette évolution de la signification du sigle, ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre anecdotique? Ah non, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un sens profond à cette évolution. Le sens profond, il vient clairement de la demande du marché et de l'évolution des architectures informatiques telles qu'elles sont déployées chez nos clients. Historiquement, il était absolument critique pour Nutanix de pouvoir apporter au marché une solution j'ai envie de dire, prête à l'emploi, qui permettent immédiatement de constater à quel point elle simplifie, elle automatise les opérations courantes. Une fois cette solution finalement adoptée et comprise par le marché, eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de généraliser l'usage de cette solution pour l'ensemble des pools de services et l'ensemble des architectures auxquels nos clients souhaitent avoir accès. Et c'est cette évolution, finalement, de cette notion d'infrastructure hyper convergée vers une notion de prise en compte de toutes les dimensions et d'une plateforme, d'un point unique d'accès à l'ensemble des pools de services du client. Et donc, cette notion d'hybride cloud, telle que le met en avant notre président. Donc, c'est une évolution stratégique importante. On le voit, c'est une évolution stratégique qui impacte la recherche et développement chez Nutanix pour apporter des solutions sur les environnements Azure, sur les environnements AWS qui justement intègrent complètement les services qui sont proposés par ces opérateurs. C'est une évolution dans le modèle de commercialisation de nos solutions et c'est une évolution aussi dans finalement notre capacité à aller vers la mise à disposition de logiciels en format SaaS pour nos clients. Donc c'est vraiment très très impactant et c'est pas juste un effet de manche avec une nouvelle terminologie, c'est quelque chose de structurel dans notre stratégie. D'accord. Alors il y a si on regarde un peu ce qui est proposé aujourd'hui au marché, alors évidemment il y a plein d'autres solutions, mais j'en ai retenu deux. Il y a la possibilité d'avoir une solution. Alors, on va vers le cloud public, et puis donc c'est soit pour retenir. Après, il y aura Gaia, il y aura des solutions européennes peut-être, mais en tout cas pour l'instant, on a AWS, on a Azure, on a Google, et chacun propose avec Outpost, avec Anthos, avec Azure Stack, propose finalement la même infrastructure on-premise dans le data center de l'entreprise. Donc ça veut dire que l'entreprise a le choix d'avoir la même solution, mais est un peu enfermée, entre guillemets, avec un opérateur de service cloud. L'autre possibilité, c'est je choisis Nutanix, je peux installer Nutanix, ou ça peut être VMware d'ailleurs, je peux l'installer dans mon data center, et avec cette solution-là, je peux faire le choix de l'opérateur de service cloud qui m'intéresse, donc ça peut être AWS, ça peut être Azure, Google, et puis peut-être à venir OVH, etc. Est-ce que déjà cette organisation de deux grands types de solutions vous paraît, je dirais, correspondre à la réalité?
Et est-ce que vous la reprenez un petit peu à votre compte? C'est-à-dire que finalement, le fait, quand vous en parlez à vos clients, vous dites, avec la solution Nutanix, c'est la possibilité d'avoir la totalité, la possibilité de aller sur l'ensemble des opérateurs de cloud public. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a bien ces deux déclinaisons. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans un modèle où on va apporter une solution qui permet de simplifier le déploiement des solutions Azure, Microsoft, en déclinant une approche de clusterisation. Donc, ils vont permettre à leurs clients d'utiliser leurs services en ayant en local une infrastructure sur laquelle ils puissent s'appuyer et en accédant directement aux services qui sont connectés à leur cloud public. Donc on va avoir cette approche, nous, avec des offres Nutanix qui permettent d'appuyer les catalogues de services Amazon ou Microsoft sur nos environnements. Et on a par ailleurs une approche que l'on prône sur le marché, qui a pour objectif de dire, finalement, vous allez déployer et vous allez accéder à des catalogues de services Microsoft, Amazon, Google, OVH et bien d'autres, parce que votre business en a besoin au quotidien. Il vous faut une solution unique qui permet d'administrer l'ensemble de ces environnements et d'assurer l'automatisation et la simplification de ce bout en bout. Et cette solution, pour nous, c'est Nutanix. Donc, il y a bien les deux approches, avec une sorte de mantra, qui est qu'aujourd'hui, il faut que l'infrastructure, les services d'infrastructure se fassent complètement oublier au sein de l'entreprise pour qu'elle puisse se concentrer complètement sur son business et l'usage qui en est fait. Et vous savez, c'est une comparaison qu'on a souvent mis en avant, mais aujourd'hui, quand vous connectez finalement des appareils dans votre entreprise ou chez vous au réseau électrique, vous ne posez pas la question de savoir quelles infrastructures sont mises à disposition pour être capable de faire fonctionner ces appareils. Et bien, c'est exactement le cap qu'il faut qu'on arrive à franchir dans le monde de l'IT, où on arrête de se poser sans cesse des questions sur l'infrastructure qu'il faut être capable de déployer pour mettre à disposition des services auprès du business. Et puis, on se pose même des questions de savoir si ces infrastructures, elles vont fonctionner correctement. Non, il faut qu'on passe un cap qui est un cap qui est concentré sur l'expérience utilisateur, sur le bénéfice business, et que toute la partie service d'infrastructure sous-jacente se fasse complètement oublier. Et pour ça, eh bien, il faut simplifier, automatiser, et c'est ça le propos de la plateforme Nutanix. Très bien. Alors le dernier point que je voulais aborder avec vous de manière assez rapide, et j'imagine un peu la réponse que vous allez faire, mais je vous pose quand même la question. En général, dans ce type d'entretien, on ne parle pas trop des résultats financiers, mais il y en a parfois qui sont assez significatifs. Et si on regarde les résultats de ces 5 dernières années de Nutanix, on a un chiffre d'affaires, alors évidemment en progression constante, mais un chiffre d'affaires cumulé de 5 milliards de dollars. Si on regarde les pertes cumulées, on a des pertes cumulées de 2,2 milliards de dollars. Donc ma question assez abrupte et simple, c'est: est-ce que ça peut continuer comme ça longtemps? Et est-ce que c'est réellement voulu par l'entreprise? Et quand est-ce que vous pensez en sortir? Alors, merci pour la question très directe. Alors, la première réponse, c'est non, ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Et ce n'est absolument pas la stratégie de l'entreprise. Deux, est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu? Clairement, Nutanix a été dans une phase d'investissement extrêmement fort pour être capable de se positionner sur le marché avec l'ensemble des éléments qu'on a abordés ensemble durant cet échange. Donc oui, il y a eu des investissements très forts sur la partie R&D, il y a eu des investissements très forts sur la partie
organisationnelle en termes de ressources pour être capable d'accompagner correctement nos clients. Je parlais tout à l'heure des ressources sur la partie Customer Success, par exemple, et puis d'être présent pour accompagner nos clients dans les différents pays sur lesquels on souhaite être présent. Donc, une stratégie extrêmement volontariste en termes d'investissement. Maintenant, il faut qu'on passe à une phase qui va être une phase où on va effectivement apporter de la lisibilité au marché sur la manière dont l'entreprise va produire des bénéfices, et c'est là-dessus qu'on travaille de manière extrêmement précise. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Alors, allez-y. Je peux vous dire, ouais, je peux compléter en vous disant que d'ailleurs cette stratégie aujourd'hui, elle trouve écho de manière vraiment très précise. On a encore eu, je peux vous donner deux exemples. Un premier exemple, c'est que on vient de contractualiser un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Nomios. Nomios est une entreprise qui propose un SOC, vous savez, un environnement qui permet de gérer la sécurité pour des clients. Il s'appuie aujourd'hui sur les environnements et les services Nutanix pour accélérer le déploiement de leur SOC. Donc la stratégie que l'on évoque et d'hybrid cloud est vraiment quelque chose qui leur parle. Et de la même façon, on voit une accélération dans le monde, un monde qui est complètement différent, qui est le monde des collectivités en France. On a annoncé aussi un très beau partenariat avec la mairie de Colomiers. Colomiers, c'est une ville de 40 000 habitants en Haute-Garonne, qui aujourd'hui refont toute son infrastructure et toute sa logique de sécurisation, de PCA, PRA, autour de Nutanix, avec une volonté aussi de déployer des services à valeur ajoutée de type IoT sur cette base-là, en combinatoire avec les offres cloud du marché. Donc on retrouve cette traduction, vous voyez, très explicite et très précise de notre stratégie et de nos investissements dans les choix qui sont faits par des clients aujourd'hui. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, merci. On a fait un tour assez complet et puis je vous propose qu'on se revoie d'ici quelques temps quand on aura la matérialisation, la concrétisation de cette stratégie. Merci en tout cas, Bruno Buffnora. Merci beaucoup.